Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de Nicolas Bavrez, économiste, chroniqueur au Point et au Figaro, auteur de Chronique du déni français. Philippe Aghion, professeur au Collège de France, auteur de Repenser la croissance. Et Natacha Valla, économiste à la Paris School of Economics. Alors on va parler Europe, puisque les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Bruxelles pour s'accorder sur une nouvelle dynamique à l'heure du Brexit. François Hollande défend une Europe à plusieurs vitesses. C'était à Versailles lors d'un sommet à 4. Rome, Madrid, Berlin et Paris en seraient le noyau dur. Il faut mettre en place des coopérations différenciées pour que quelques pays puissent ensemble aller plus vite, plus loin sur la défense, l'intégration de la zone euro et l'harmonisation fiscale. Alors est-ce nouveau? L'Europe n'est-elle pas finalement la grande absente de la campagne présidentielle? Quelques réactions et on en débat ensuite. Que nous puissions aller plus vite et plus fort à quelques pays sans que d'autres en soient écartés, mais sans que d'autres ne puissent s'y opposer. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions à la fois montrer de la solidarité à 27, mais également de la capacité à avancer à un rythme différent entre les pays composant l'Europe à 27. Natacha Valla, une Europe à plusieurs vitesses, enfin c'est quand même pas très nouveau. Elle nouveau. existe déjà, on a Maastricht, la politique commune migration, Schengen, la PAC. Il y a plusieurs cercles qui ne sont pas tous concentriques d'ailleurs, mais je pense que le débat a été ravivé grâce ou du fait d'un rapport qui est sorti, le fameux White Paper sur les propositions de la Commission européenne pour le futur de l'Union européenne. Et effectivement, dans les 5 scénarios qui sont sortis dans ce papier, il y en a un qui était pour une Europe à plusieurs vitesses. Alors qu'est-ce qu'il dit exactement ce papier ? C'est un peu novateur que les institutions européennes elles-mêmes s'approprient un scénario de cette sorte-là. Moi, je pense que... Alors que c'est une Europe de fait, à plusieurs vitesses. De fait, on a plusieurs groupes. Et on a bien vu que dans les difficultés depuis 2008, depuis 2010, la crise souveraine, etc., il y a quand même un peu plus petit commun dénominateur de nature monétaire et budgétaire, qui est la zone euro. Donc moi, il me semble que le périmètre zone euro, ça devrait servir de base pour la plupart des discussions qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de la politique budgétaire, au niveau de l'intégration. Plus d'intégration du côté des pays de la zone euro. On se rend compte éventuellement un budget commun. En face de la monnaie unique, voilà, il manque quelque chose. Alors, budget commun ou pas budget commun, on commence à rentrer dans la description assez technique de ce qui pourrait être la mise en œuvre de cette pièce qui manque dans le puzzle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sait qu'il manque quelque chose. Et on peut avoir beaucoup d'imagination. On peut se dire, on ne veut pas de budget commun parce qu'on ne veut pas de ressources. L'Allemagne n'en veut pas du budget commun. Voilà, il y a des choses qui sont encore, du point de vue de l'économie politique, qui sont encore très compliquées. Donc je pense qu'on marche un peu sur des œufs aujourd'hui. Et tant qu'on n'aura pas, en tant que Français, regagner la confiance des Allemands, ce sera difficile de porter des propositions un peu trop audacieuses par rapport au statu quo. Et comment regagne-t-on la confiance des Allemands ? Mais il y a d'autres façons de le faire. Il y a d'autres façons de le faire. On peut faire des capacités d'investissement communes. Alors effectivement, l'axe de la défense, c'est très effrayant, mais ça peut... C'est très à la mode, l'axe de la défense. C'est intéressant que vous en parliez, parce que... Mais il y a d'autres défense. Solutions alternatives. On n'a pas forcément besoin d'un ministre des Finances de la zone euro. On n'a pas forcément besoin d'un budget avec une ressource derrière. Mais on peut y arriver si on arrive à regagner la confiance des Allemands. Le couple franco-allemand reste au cœur de cette Europe, Philippe Aghion. Alors j'ai regardé le programme d'Emmanuel Macron. Alors il parle, lui, d'un fonds européen de la défense. C'est ce que j'ai vu. Oui, non, mais ça, c'est de très bonnes idées. Mais moi, je suis... mais je crois que surtout, ce qui est derrière la philosophie que nous partageons et qui sous-tend les différents programmes, à nouveau, c'est qu'effectivement, je crois que si la France ne se réforme pas, ne commence pas à montrer qu'elle se réforme sérieusement, tout le reste, c'est de la poésie, quoi. Il ne se passe absolument rien. Donc, j'y crois qu'il faut que l'Allemagne voit que la France... Et c'est plus, on vous promet, vous faites de la flexibilité macroéconomique contre une promesse de réforme. Non, maintenant, il faut qu'on montre qu'on fait des réformes. Et quand on va montrer qu'on fait des réformes, eh bien, des choses deviennent possibles. Voilà. Et je pense qu'il y a une fenêtre maintenant. Il va y avoir des élections en Allemagne, il va y avoir des... Mais il y a une fenêtre maintenant pour que la France... D'ailleurs, le statu quo en ce moment, parce qu'il y a les élections qui arrivent. Mais ça donne une fenêtre en France pour très vite démarrer des réformes et nous mettre en ordre de marche pour que, du côté allemand, on dise, ben voilà, on sait qu'il y a objectivement, on sait que
les réformes structurelles... Les Allemands, ils n'ont rien à faire. Mais disons, il y a des infrastructures qui sont vétustes pour moderniser. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Mais il y a un blocage. Je crois que tant qu'ils voient que nous ne faisons pas des réformes structurelles, ils ont l'impression qu'ils nous donnent de l'oxygène pour continuer de ne pas faire des réformes. Or, on sait que les réformes structurelles et une politique macroéconomique proactive, c'est-à-dire avec d'investissement, eh bien, les deux vont bien ensemble. Mais ils veulent voir des réformes chez nous. Et je crois que tout le reste, il y a eu plein d'idées sur la mutualisation des dettes, sur des gouvernants, sur des ministres comme... Tout ça, c'est vraiment... Ça ne vaut rien tant que nous n'allons pas montrer aux Allemands... Donc la France doit faire des efforts pour reprendre le leadership en Europe. Mais elle ne peut avoir une voix en Europe que si elle entame des réformes sérieuses. Nicolas Bavrez, vous n'avez pas dire le contraire, vous. Non, pas du tout. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que la France, elle a une chance, et ça nous ramène au Brexit. C'est une chance, mais aussi une responsabilité historique. Il ne faut pas oublier qu'on parlait de défense. Après le Brexit, notre pays reste le seul pays européen qui a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui dispose de la dissuasion nucléaire, qui a un modèle complet d'armée qui lui permet d'entrer en premier sur un théâtre d'opération. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants. On a finalement une espèce d'énorme tension. Pour l'Europe aujourd'hui, il y a les facteurs de désintégration, le Brexit et puis la pression de l'administration Trump qui déteste l'Europe et qui déstabilise l'OTAN. Il y a un certain nombre de candidats à la présidentielle qui, eux, veulent une autre Europe ou même sortir de la zone euro. Les populismes dans tous les pays, et il n'y a pas que chez nous, il suffit de voir les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, un peu partout. Et puis de l'autre côté, il y a ce 60e anniversaire du traité de Rome et l'idée que on peut se servir de ce cycle électoral européen de 2017 en France, mais aussi aux Pays-Bas, vraisemblablement en Italie, en Allemagne, pour redémarrer. Donc il y a deux choses à faire. Gérer correctement le Brexit. Et là-dessus, il faut préserver les intérêts communs avec les Britanniques, mais être très clair sur les principes et sur la sauvegarde des acquis de l'Union, qui sont le grand marché, l'euro et l'état de droit européen. Et ensuite, il faut relancer cette Europe. On a parlé de la zone euro qu'il faut renforcer, et c'est vrai, y compris sur le plan de l'union monétaire. Le grand marché a complété, une initiative sur les infrastructures et l'éducation, et l'Union européenne pour la sécurité. Et là, je crois que ce n'est pas du tout inquiétant de parler de sécurité, c'est tout à fait rassurant. C'est une demande extrêmement forte des citoyens européens. Les citoyens européens... Ça demande une augmentation des budgets de défense. Ça demande, mais elle est faite. Si vous regardez, par exemple, les Allemands réinvestissent 3 milliards par an dans leur défense. Le budget allemand de la défense, c'est 37 milliards d'euros. Le nôtre, c'est 32,7 milliards d'euros. Donc, aujourd'hui, cet effort, il doit être fait. Il doit être fait de manière... mais de manière cohérente et commune. Et l'Europe n'a aucune visée agressive vis-à-vis de son environnement. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire des choses extrêmement simples, pouvoir lutter contre le terrorisme, contrôler les frontières extérieures de l'Union, protéger nos infrastructures et pouvoir résister à la pression de la Russie ou de la Turquie. Bon, c'est tout à fait raisonnable et on peut tout à fait le faire ensemble. C'est aussi un moyen de réduire les tensions entre l'Est de l'Europe, le groupe de Visegrad, et puis les autres pays. Natacha Valla, donc en fait, ça serait peut-être un moment face à Trump que l'Europe se ressoude un peu, en tout cas cette Europe-là, parce qu'on a vu que pendant la campagne présidentielle, l'Europe, finalement, on en parle peu, sauf pour la dénoncer. Je pense à Marine Le Pen ou encore même Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'ils veulent une autre Europe. C'est vrai, alors, c'est vrai qu'il y a un contexte d'adversité qui rend la mise en commun d'intérêts communs facile sur le plan de la défense. Je disais que c'est effrayant, un peu une vue de l'esprit. C'est dommage qu'on n'ait pas été capable de générer la même symbiose, le même mouvement symbiotique sur des choses comme l'innovation, l'éducation, etc. On y viendra peut-être. Ça fera peut-être effet de boule de neige. Mais trop tard, tout de même. Mais c'est pas l'un ou l'autre. Je pense pas. Alors, c'est pas l'un ou l'autre. On aimerait bien le croire. Mais en tout cas, c'est vrai que derrière ça, il y a quand même des questions budgétaires et qu'effectivement, les budgets de la défense, historiquement, en France, ils ont été importants. Il y a même eu des groupes de travail, j'ai cru comprendre, qui ont fait une évaluation du stock de dette français qui était lié aux dépenses passées militaires et qu'on pouvait le rapprocher aux non-dépenses allemandes et en fait corriger les... C'est de la dépense publique. C'est de la dépense publique. Et si on met ça en commun, c'est une forme, quelque part, de mutualisation. Donc ça, vous seriez favorable, Philippe Aghion ? Ah oui, moi je crois que beaucoup de choses comme ça peuvent se faire, mais à nouveau, la confiance doit être rétablie. Il y a un problème de rétablir la confiance entre la France et l'Allemagne. Et je crois qu'à partir du moment où la confiance est rétablie, beaucoup de choses peuvent être faites. Je pense que les Allemands... C'est vrai que la sécurité peut aider à rééquilibrer, mais que par ailleurs, on est tous d'accord, tant que la France n'a pas réglé son problème économique et social, elle ne pourra pas être crédible ni vis-à-vis de l'Allemagne, ni d'ailleurs vis-à-vis de ses autres partenaires. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité entre l'Allemagne et la France. Mais ce qui était très intéressant, c'est l'euro
avait été en partie imaginé pour rapprocher la France de l'Allemagne quand même. Même rapprocher l'ensemble des économies. Et augmenter la confiance. Et en fait, jusqu'à maintenant, l'euro, le bilan n'a pas été globalement positif de ce point de vue-là. L'euro a créé autant de défiance qu'elle a créé de la confiance. Parce que l'euro a servi d'anesthétique qui a fait que les pays comme la France n'ont pas réformé pendant longtemps. Et ça, c'est un facteur de défiance. Motif d'espoir, c'est que si on prend depuis le début de l'euro, il y a quand même une phase où on disait que l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. Et c'est à partir des réformes de l'agenda 2010 que le rapport s'est complètement inversé. Mais ça montre bien qu'un pays, et d'ailleurs l'Espagne montre aussi qu'on peut réformer des pays en Europe, y compris des pays méditerranéens, et avec succès. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à réformer la France. On l'a déjà fait dans le passé. Année clé, puisque des élections en Allemagne, des élections en France, donc c'est sûr que ce couple franco-allemand sera probablement redéfini. Alors il nous reste quelques minutes pour passer au sujet Lafarge-Holcim, puisque le groupe franco-suisse a décidé de participer à la création du mur de Trump, le mur à la frontière du Mexique. François Hollande le reproche à Lafarge-Holcim, puisqu'il a dit que le président a dit qu'il fallait qu'il se montre prudent avant de se porter candidat à la construction de ce mur. Natacha Valla, est-ce que business, c'est toujours business ? Dit comme ça, la réponse est dans la question, je pense. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut regarder les choses dans leur ensemble. De façon, sur le marché mondial des infrastructures et de la construction aujourd'hui, dans le monde, il y a quand même bien d'autres chantiers. Je pense que Lafarge est sur ces autres chantiers qui permettra à Lafarge de développer son activité. Ça risque de nuire à leur image ou pas, Nicolas Bavrez ? Ah oui, clairement. Et moi, je pense aussi qu'on ne peut pas à la fois défendre l'idée d'une responsabilité sociale environnementale des entreprises et contribuer à n'importe quelle forme d'infrastructure. Celle-là, elle est encadrée d'une idéologie qui est quand même très particulière. Et par ailleurs, on ne peut pas eux disent on ne veut pas faire de politique. Oui, mais là, il se trouve qu'on en fait. Et par ailleurs, on ne peut pas être un groupe installé dans la société ouverte et qui explique qu'il va opérer partout dans le monde et qui opère partout dans le monde pour construire des murs entre les gens et les pays. Il y a quand même une incohérence lourde. Donc, il faut... Donc, on peut faire un peu de politique aussi quand on est dans le business. L'image des compagnies, c'est très important. Par exemple, il y a des compagnies qui ont été impliquées dans des scandales environnementaux et ça a beaucoup nui à la réputation des compagnies. Vous savez, la réputation, c'est important. Et la réputation, elle n'est pas uniquement économique, c'est une réputation sociale, sociétale. Et donc, je crois que c'est important. Nous devons défendre une certaine image. Je pense que les entreprises françaises, elles doivent défendre la technologie française et le génie français, mais aussi certaines valeurs que nous portons. Et ce qui était dit, puisque M. Trump veut investir 1 000 milliards de dollars dans les infrastructures, à mon avis, Lafarge-Holcim a tout à fait le choix sur ces 1 000 milliards de trouver un certain nombre de projets qui sont différents et sans doute plus porteurs à la fois de rentabilité économique, mais aussi peut-être de responsabilité sociale, environnementale et voire même humanitaire. Il y a une dimension morale au business alors finalement. Bon, merci. Mais toujours, parce que le business stakeholder society. Le business est humain, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, évidemment, il y a une dimension morale. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Sainte-Hélène, une île au parfum d'exil qui évoque immédiatement Napoléon. C'est l'un des rares atouts de ce confetti d'empire britannique, totalement isolé au milieu de l'Atlantique. Pour la désenclaver, les autorités de Sainte-Hélène ont investi massivement dans un aéroport flambant neuf. Hélas, il est jugé trop dangereux pour y faire atterrir des vols commerciaux. Seuls quelques touristes chanceux peuvent visiter la retraite et la première tombe de l'empereur français. France 24 vous emmène découvrir le passé et le futur de Sainte-Hélène. Billet retour à regarder sur France 24 et France24.com.